Je vous retrouve avec à nouveau 4 poches de styles totalement différents, des bonnes sorties de ma zone de confort, un autre livre pas du tout, j'étais bien dans ma zone de confort mais quand vous verrez le sujet vous vous direz oh, oh, oh. Vraiment, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast avec un thème qui n'est pas très original parce que je vous fais beaucoup de thèmes de ce style-là avec des poches. Oui, mais je lis pas mal de poches en ce moment. Alors, je lis aussi quelques grands formats, ce qui a expliqué quelques autres types d'épisodes de podcast, mais je lis pas mal de poches, je lis pas mal de choses différentes et puis ça peut être le moyen justement de, si vous êtes plus d'un style ou d'un autre, de découvrir peut-être autre chose. Ou... Écoutez, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça prouve que aucun style n'est incompatible avec un autre. On peut lire de tout, sachant que pour moi, le tout, c'est tout sauf fantasy, fantastique, science-fiction. Donc, c'est quand même pas tout non plus. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de 7 jours en Écosse de Melissa Belvigne. C'est un livre totalement de saison et qui est très beau à l'intérieur, mais je vous en parle après. Alors, totalement de saison, c'est ce que je vous ai dit dans un vlog. Pour moi, les polars, c'est tout le temps de saison en fait. Hein. Donc un bon polar, ça se lit l'été. Un bon polar, ça se lit au printemps. Un bon polar, ça se lit l'automne. Et un bon polar, ça se lit l'hiver. Il n'y a pas de saison, ou toutes les saisons au contraire. Chaque nouvelle saison me donne envie de lire des polars. Donc voilà, c'est pas qu'il n'y a pas de saison, c'est qu'il y a trop de saisons pour lire des polars. Donc un bon polar. Vraiment un bon polar. Ensuite, on va passer à ce livre historique. C'est une fiction. On est après le Titanic. Mais quand je dis après, c'est-à-dire qu'il y a le naufrage du Titanic et on est le lendemain ou quelques heures après parce que on va suivre des personnages qui ont perdu bien leur famille dans ce naufrage. Voilà. Donc l'après, je trouve que c'est un point de vue très intéressant. Et c'est... Ouais, c'est peut-être le deuxième essai que je vous présente en peu de temps. Celui-ci, il est quand même un peu moins accessible que l'autre, dont je vous avais parlé, parce que récemment, je vous ai présenté l'essai Goldman d'Ivan Jablonka, donc on n'est pas du tout sur le même style, sur la même période, mais on est quand même sur un classique avec ce livre de Virginia Woolf, qui m'a permis de la découvrir, justement, et que j'ai lu d'une façon très particulière, et... je sais pas comment vous l'avez lu. Voilà, donc ça m'intéressera. Eh bien, c'est parti. On commence avec 7 jours en Écosse de Melissa Belvigne chez Hauteville. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre d'une lecture commune que j'ai organisée. Donc bon, je vous le dis pas à chaque fois parce que j'organise pas mal de lectures communes. Alors notamment sur les comédies romantiques de Noël. Là, en ce moment, c'est un peu la folie. Donc je organise plein de lectures communes sur ça. Vous pouvez les retrouver dans mes stories à la une si ça vous intéresse. Voilà. Mais alors, cette lecture commune avait une particularité. Bon, déjà, le fait que l'autrice était dans le groupe de la lecture commune. Mais une autre particularité, c'est que j'avais proposé un découpage. Ce que je ne fais quasiment jamais. C'est-à-dire que sur 100 lectures communes, s'il y en a une qui a un découpage, c'est le bout du monde, quoi. Et j'ai bien aimé, en fait. J'ai bien aimé parce que j'ai lu ce livre, alors non pas sur 7 jours, mais sur 8. J'ai pas suivi le découpage du nombre de jours. De toute façon, les jours, effectivement, on a des parties par jour qui sont assez inégales. Et on a une première partie qui est avant le départ, en Écosse. Là, je crois que ça correspondait totalement au premier jour. Donc bon, j'ai pas respecté ça. Ça aurait pu être rigolo en même temps. Hein. 7 jours en Écosse, 7 jours pour lire ce livre. Mais en réalité, il y a un peu plus de 7 jours parce qu'il y a le avant, en fait. Pourquoi il y a besoin d'un départ en Écosse? Enfin, pourquoi on en arrive là? J'ai apprécié ce découpage. J'ai apprécié retrouver ma lecture chaque jour. Et du coup, c'est assez intéressant pour moi qui suis plutôt une lectrice de... comment on pourrait me définir une lectrice d'une traite, quoi. Voilà. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai du mal avec des pavés. Et là, je rejoins un autre épisode dont je vous parlais. C'est qu'en fait, moi, j'aime commencer un livre et le terminer dans la foulée. Limite,
les marque-pages ne me servent pas parce que le livre, si je dois faire une pause, le livre il attend gentiment dans son coussin de lecture et voilà. Donc je suis plutôt une lectrice d'une traite. Donc très curieux pour moi d'aller comme ça par découpage, très particulier au niveau de mon organisation parce que je sais combien de pages je lis à peu près chaque soir et du coup bah là ça voulait dire que chaque soir bah, j'avais quand même 50 pages qui étaient prises pour un livre. Donc ça donne une impression de ne pas avancer sur ces autres lectures et quand on a terminé celui-ci on se dit bah en fait ça y est j'ai un livre fini, enfin je sais même pas quand j'ai fait pour le lire parce que eh bien lu un petit peu chaque jour comme ça. Je trouve ça assez particulier, enfin voilà comme style. À chaque fois hein, que je fais des découpages j'ai cette impression là. C'est un livre qui est parfait pour l'automne. Il est parfait pour l'automne parce que déjà la couverture vous le montre avec les couleurs, mais aussi c'est un livre qui est très très beau. On a des dessins comme là, vous voyez, si le focus veut bien être fait, pas sur moi mais sur ça, voilà. Donc dessin très très beau, mais c'est pas le seul, ce n'est pas le seul du tout. Entre deux parties, on peut avoir, voilà, un petit dessin comme ça. Je vais réussir à vous trouver une feuille ou pas? Une pomme de pin, bah là on a une feuille. Voilà. Donc c'est vraiment un livre qui est très très beau et qui va totalement avec comment dire la saison. Et puis on a les parties qui sont aussi très belles comme ici. Et en plus on a un petit passage, une citation, et là en l'occurrence une citation de Sénèque que j'ai relevée. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. Voilà, et je suis tellement d'accord avec ça en fait. Je suis tellement d'accord avec cette phrase. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui pourrait résumer les tâches de chacun quelque part. Dans ce livre, on va faire la connaissance de Marie. Marie, elle est avec Guillaume depuis le lycée, depuis ils ont évolué ensemble et ils ont 2 enfants et Marie fait beaucoup de choses et c'est au moment où elle est sur un trot qu'elle se dit ça ne va pas, je ne suis pas en accord avec moi-même, je ne suis pas en accord avec mes rêves d'enfant, je vais partir en Écosse. Alors, elle va partir en Écosse toute seule et sur le début, de mon côté, j'ai pas accroché tout de suite avec Marie. Parce qu'en fait, elle en arrive à ce point-là, alors que, en fait, elle travaille à mi-temps, elle vient déposer ses enfants à l'école, c'est la rentrée des classes, et voilà, une rentrée des classes comme dans 95% des écoles où on dépose son enfant. De mon côté, j'ai pas ce style de rentrée des classes. Et enfin voilà, j'ai pas du tout ce style de rentrée des classes. Et donc, et ben en fait, j'ai eu du mal à m'identifier à elle. Parce que je me trouve, enfin, ça m'arrive souvent hein, d'avoir l'impression d'être submergée, d'en avoir énormément à faire. Ça m'arrive souvent. Et derrière, quand je vois tout ce que j'ai de mon côté, eh ben, c'était difficile de me dire, ben, en fait, elle tient sa maison. Alors c'est vrai que mon mari sur ça tient bien la maison. Voilà. Donc là, c'est pas du tout son cas. Elle a 2 enfants, elle est sur une rentrée classique, j'en ai 3, j'ai fait des rentrées, mais quand j'y repense, je me dis mais comment j'ai pu faire ça? Donc elle est toute seule, les rentrées, j'en ai fait énormément toute seule. Et j'ai fait des trucs, mais enfin, je pense pas que quand il y a beaucoup de parents qui, quand ils ont 3 enfants, se retrouvent avec 2 enfants en maternelle qui sont pas dans les mêmes maternelles ou qui se retrouvent avec des écoles à 20 km d'écart puisqu'on a fait certains choix vu ce qu'on nous proposait à proximité. Et enfin voilà, et avec des rentrées qui sont conséquentes qui m'obligent à poser une journée dans mon travail où j'ai longtemps travaillé à 80%, puis à 90% avant de reprendre à temps plein il y a peu. Donc en fait, j'étais pas... j'ai commencé ce livre, on était au mois de septembre. Non, on était au mois d'octobre.
Non, on était au mois de septembre. On était au mois de septembre. Le mois de septembre a été un rouleau compresseur pour moi. Et du coup, j'étais pas dans le bon état d'esprit pour bien comprendre Marie au début. Parce que en fait, il y a un moment, je veux dire, Marie, elle vit tout ça. Ok. Qu'est-ce que j'ai à me comparer à elle? En fait, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche qu'elle me ressemble pas. Je cherche pas des livres où le personnage principal est ma copie conforme. Je crois pas que ça se trouverait parce que c'est pas possible. On a tous des personnalités totalement différentes, on a tous des vies totalement différentes, etc. Donc voilà, à la base, c'est pas ce que je cherche dans les livres. Je cherche à m'ouvrir l'esprit, je cherche à m'évader, je cherche à voyager, je cherche à plein de trucs. Ce que ce livre m'a totalement apporté par la suite, hein. Mais alors vraiment, vraiment. Mais sur le début, j'ai vraiment eu un peu de mal avec ça parce que j'étais dans une phase où moi-même, alors j'étais pas à ce point-là proche d'un burn-out, et puis en même temps le burn-out, j'ai envie de dire, est-ce que c'est réellement une surcharge concrète, réelle, factuelle, ou est-ce que c'est une impression de surcharge et dans ces cas-là, cette impression dépend de chacun. Voilà. Il y a des moments où on va bien, il y a des moments où on va pas bien. Il y a des moments où on a envie de pleurer tout le temps pour certaines raisons qu'on trouve inadmissibles, qu'on trouve injustes, qu'on trouve... voilà, où on se dit, là, j'en ai ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol. Et en fait, pour autant, c'est pas lié à une surcharge non plus, c'est à un mal-être lié à un sujet en particulier, ou parfois une personne en particulier, et du coup, tout ça, c'est pas évident derrière, et donc, on sait très bien que la même situation pourrait être vécue par quelqu'un d'autre totalement différemment, et même en décrivant ce qu'on vit, quelqu'un dirait, oui d'accord, bah c'est quoi le problème en fait? Voilà, donc c'est pas du tout à comparer avec mon quotidien, pas du tout. Mais bref, mais c'est voilà, enfin il y a tout ça derrière. Donc je suis pas là non plus pour chercher à tout prix un personnage principal qui sera ma copie conforme. Non. En fait, je suis pas Marie. En fait, on est différentes et puis on a des objectifs différents, etc., etc. Voilà. Donc début un petit peu difficile parce que j'étais pas dans cet état d'esprit et vraiment quand je dis que je cours partout, c'est que réellement je cours partout. Voilà. Donc quand je suis dans cet état d'esprit, forcément, je vais avoir un peu de mal avec un personnage comme ça. Ça a été le premier jour. Le premier jour, je me suis dit, on va voir. Voilà. En plus, moi, après, j'ai des sujets plus ou moins sensibles. Bon, là, ça aurait pu être pire niveau sujet sensible, où je vais d'un coup, voilà. Mais bon, là, c'était pas trop synchro entre mon emploi du temps, l'emploi du temps de Marie, l'état d'esprit et tout ça. Et puis j'ai continué le livre, forcément, bah, c'était que le début, hein, mais c'est vrai que ce début, je l'ai senti par rapport à mon découpage, en fait. C'est-à-dire que forcément, je lis la première partie, on s'arrête à la première partie et je dis « Ah, mais en temps normal, après cette première partie, j'aurais continué. En fait, j'aurais peut-être pas prêté autant attention à ça. Mais j'aurais peut-être pas prêté autant attention au bien-être que m'a procuré la suite du livre. J'ai beaucoup aimé, en fait. Parce que par la suite, donc elle part en Écosse. Elle part en Écosse seule, en laissant ses enfants, en se débrouillant entre sa voisine, sa meilleure amie, pas son mari, parce qu'elle peut pas compter sur lui. Et bon, alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose que pour le coup, j'ai pas du tout, quoi. Donc bon. Mais à la base, c'est pareil, partir toute seule une semaine en Écosse, moi, c'est quelque chose où j'aurais du mal. Mais en fait, ça m'a pas gênée tant que ça, parce qu'en fait, on voit le cheminement, on voit comment est-ce qu'elle en arrive là. Et donc là, déjà, je passais d'un personnage que je comprenais pas trop à un personnage qui fait des trucs que j'aurais pas fait, mais qui sont super bien amenés. Et ensuite, eh ben, on va avoir deux choses. On va avoir Marie en Écosse, donc on la suit en fait chaque jour en Écosse. On cautionne pas tout ce qu'elle fait. En fait, il y a un point, mais tout est bien amené en fait, tout est sur une logique. Pour moi, la psychologie des personnages, c'est top. Enfin voilà. Et en parallèle, et c'est là où c'est hyper intéressant et où je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est qu'on suit ses enfants.
on voit comment ça se passe à la maison en fait. Ces enfants, ils ont en gros l'âge de mon fils et ma dernière, donc 10, 11 ans et 7, 8 ans. Et enfin, en fait, en même temps, ma dernière, on pourrait dire maintenant 8, 9 ans. Et mon fils, au moment où la vidéo sortira, il aura ses 11 ans. et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on a les deux. C'est pas une comédie, hein, ça aurait pu être une comédie et tout, c'est pas le cas. Mais moi, je m'attendais à ce qu'elle parte 7 jours et qu'ensuite elle revienne à la maison, qu'elle pose ses valises et là, qu'on découvre l'état de la maison, ou ce qui s'est passé, comment ça a été géré, comment ça a été compris. Et non, le fait de suivre les deux en parallèle, enfin, moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Avec ce côté de, elle est partie. On peut pas dire que ça va mal avec son mari, mais ça va pas très bien. Enfin, je vois pas ça comme un énorme problème de couple. Enfin, je sais pas comment dire. On peut pas dire, tiens, ils se sont disputés, puis elle a dit, bah, c'est comme ça, je pars en Écosse, quoi. Enfin, non, c'est pas trop ça. Donc, c'est, bon, bah écoute, je vais partir en Écosse. Ah ouais, ok, d'accord. Enfin, c'est presque plus de l'indifférence que de la colère. Donc, enfin, ouais, il y a quand même des problèmes de couple, mais c'est pas explosif en tout cas. Et, et c'est intéressant parce que en plus de voir les faits de chacun en parallèle, on va aussi avoir le côté de qu'est-ce que je fais? Je lui envoie un message ou je lui envoie pas de message? Il m'a pas envoyé de message. Qu'est-ce que je fais? Je lui en envoie un, j'attends. Tiens, il m'a envoyé ça, il exagère. Ou tiens, il y en a un qui commence à envoyer un message, puis en fait, il l'a jamais envoyé, donc l'autre l'interprète mal. Et alors moi, là, ça, moi, j'adore. Là, on est vraiment dans la partie que j'adore dans les livres, la partie de difficulté de communication, où en fait, on est à notre place, on interprète quelque chose qui nous paraît totalement logique avec les faits qu'on a. Et il s'avère que la vérité n'a rien à voir avec ça. Ça, j'adore. Il y a beaucoup de passages qui m'ont beaucoup touchée, qui en fait par la suite sont tombés tellement justes par rapport à des choses auxquelles je pense, des sujets que j'aime particulièrement liés à tout ce que je viens de vous dire. Et du coup, je vous le conseille vraiment, avec, selon votre état d'esprit, sur la première partie, voilà, enfin, si vous débutez le livre et que la première partie, vous êtes, enfin la première partie, juste les premiers chapitres, vous êtes un peu dans le même état d'esprit que moi, continuez, parce qu'il est trop bien. Voilà, 7 jours en Écosse, de Mélissa Bellevigne. Je continue avec Les disparus de la Durance, de Sandrine Détombe. Alors c'est ma deuxième expérience avec cette autrice. J'en avais lu un autre qui s'appelle Le Prieuré de Crest. J'avais bien aimé, mais sans plus. Sauf que j'arrête pas d'entendre parler de Sandrine Détombe. Et à chaque fois on me dit oh, c'est vraiment bien ce qu'elle écrit. Donc j'avais hâte d'en lire un autre. D'autant plus que je l'ai vu à plusieurs apéros polars organisés par Pocket et ça me tentait à chaque fois. D'autant plus que j'ai organisé un book club polar avec elle et avec Alexis Leipsker. Et donc, avant ce book club polar, j'ai lu ce livre qui commence très très fort puisqu'il commence avec 7 pieds retrouvés dans la Seine. Voilà, le décor est planté et hop, vous allez voir vers quoi on va partir. Le rythme est vraiment prenant. Les chapitres sont courts. On ne connaît pas cette équipe, c'est pas une série, donc on ne connaît pas cette équipe policière, mais on s'y attache vraiment très vite, si bien qu'à la fin, j'avais hâte de les retrouver dans une autre enquête, ce qui n'est pas prévu pour l'instant. C'est vraiment un page-turner avec une vraie enquête policière, avec cette équipe. Et pour moi, l'un des points forts de ce livre, c'est le travail en équipe. C'est quelque chose qui... moi, je suis très sensible à ce style de travail. Alors ce style d'organisation. Alors, bien sûr, ça dépend pas que du manager, en l'occurrence de Martin. Je sais plus quel est son grade, mais en tout cas, qui travaille avec son équipe. En fait, il est
quand on le voit, quand il travaille, quand il cherche ce qui se passe, parce que il y a cette histoire de 7 pieds, mais en fait, c'était pas la seule histoire comme ça. En fait, il va avoir besoin de confronter ses opinions à d'autres qui vont répondre, qui vont acquiescer, ou au contraire, qui vont voir un défaut dans le raisonnement, ou qui vont voir d'autres pistes. Et euh, du coup, c'est hyper enrichissant. Mais alors, pour faire ça, enfin, c'est pas possible tout le temps. Voilà. Moi, c'est ça, j'adore en fait. Ce côté où, tiens, t'as une idée, tu commences à la donner. Puis tu vois comment les autres réagissent. Puis en fait, ça vient t'alimenter. Ou alors, ça vient t'alimenter et t'ouvrir les choses. Ou au contraire, ça te parle pas et ça te conforte dans ton idée de base. Et en fait, tu continues comme ça, tu continues comme ça. Et là, dans le cadre d'une équipe, ce qui est tout à fait possible si tout le monde joue le jeu et puis si on est sur un sujet qui vaut le coup d'être débattu de cette façon-là. Hein. Mais il faut vraiment que chacun joue le jeu. Je veux dire, il faut vraiment avoir des personnes qui sont là pour du travail collectif. Hein. Si on a un qui n'est absolument pas là pour ça, ça sert à rien. Hein. Ou alors, il faut le faire sans lui. Sans cette personne-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose, je trouve, de très enrichissant, d'hyper stimulant. Et puis, il va comme ça, les titiller, en fait, en disant, attends, toi, t'as quand même cette sensibilité-là, du coup, t'en penses quoi et tout ça. Je vois pas ça tout le temps dans les livres en fait, cet aspect très collaboratif. Alors après, bien sûr, le rôle d'un chef d'équipe, c'est de trancher, à un moment donné, de trancher et de décliner ça en action pour son équipe, etc. Tout à fait. Mais un chef d'équipe a le droit de consulter son équipe. J'ai envie de dire, c'est même du management de maintenant. Normalement, petit à petit, alors de façon plus ou moins lente selon les entreprises, mais on sort du management assez patriarcal où on a un homme âgé qui impose ce qu'il faut faire, etc., qui pense qu'il sait mieux que tout le monde. On commence à sortir de ça. Voilà. Enfin, ça, comme je dis, je pense que ça dépend. Mais du coup, ça, ce côté collaboratif, c'est beaucoup plus, je trouve, moderne et c'est beaucoup plus enrichissant quand chacun veut bien travailler en bonne intelligence et n'est pas là pour avec un ego incroyable, quoi. Voilà. Donc ça demande vraiment des conditions particulières, je suis d'accord. Une entreprise où les managers sont plus modernes, enfin sont dans l'air du temps, et où les collaborateurs sont aussi dans l'air du temps, quoi. Voilà. Mais quand c'est le cas, bah moi je trouve que c'est hyper enrichissant et c'est comme ça qu'on peut faire avancer les sujets. En l'occurrence, résoudre une enquête où on n'a trouvé que des pieds. Et après, on trouve un premier corps. Et ensuite, on voit des enquêtes qui sont dans le même style. Et on se dit, mince, s'il se passe la même chose, faut qu'on se dépêche. Est-ce qu'on peut sauver des gens? Donc, c'est quand même... c'est travailler en bonne intelligence pour quand même une finalité qui est, pour le coup, assez rare dans les entreprises, on est d'accord. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé parce qu'en plus il y a des retournements de situation, ça prend vraiment une direction à laquelle je ne m'attendais pas du tout, je l'ai dévoré et j'ai beaucoup aimé le dénouement. Voilà, je vous le conseille. Je poursuis avec Après l'océan de Laurence Perrin, mon premier livre de l'autrice puisque je l'ai vu il y a peu donc je voulais la découvrir avant. Après l'océan, c'est un livre, comme je vous le disais au tout début, qui est un livre historique, c'est une fiction qui se passe juste après le naufrage du Titanic. Alors, en toute honnêteté, on a un prologue qui se passe en Angleterre en 1912. Voilà, un prologue qui fait 6 pages. Et ensuite, on est page 15, le 18 avril. Alors, on est page 15 parce que le livre commençait page 9. J'essaye de verrouiller tout ce que je dis pour me dire, t'as dit 6 pages et tu dis page 15. Le livre commençait page 9. Les pages 9, 10, 11, 12, 13, 14 étaient avant le naufrage du Titanic. On voit une famille qui s'apprête à prendre le Titanic. Et ensuite, on a le chapitre 1. Et là, on a l'État. Alistair ainsi que sa sœur, j'ai noté son nom, Molly, qui sont en avril 1912, juste après le naufrage du Titanic. Ce sont les seuls rescapés de leur famille. Elles avaient un frère, elles avaient leurs parents, l'État était marié, toutes ces personnes-là sont décédées.
comment on fait en fait? Parce que la famille est partie d'Angleterre pour espérer percer aux États-Unis pour certaines raisons. Ils sont partis avec tous leurs biens. Je peux pas trop vous décrire certaines scènes parce que je veux pas vous... Enfin, c'est pas du spoil, mais bon, je veux que vous découvriez ça. Mais bon, en gros, ils sont partis avec tout ce qu'ils avaient. Et donc, là, il y a plus rien, en fait. Il y a plus rien. Donc, comment on fait? Comment on fait? L'État, c'est la grande sœur, Molly est la petite. Bon, elles ont pas 5 ans, hein, je sais plus quel âge elles ont exactement, mais vous voyez, comme je disais, l'État était marié. Et Molly, elle a été complètement choquée par le drame qu'elle a vécu. Donc l'État, elle a le drame familial, qui est quand même horrible. Elle a perdu plus de la moitié de sa famille, enfin, elle a perdu toute sa famille sauf sa sœur. Il faut qu'elle se remette aussi alors, il y a ce côté familial, mais aussi le drame d'un naufrage, enfin, en plus de toute la perte, mais le choc. Il faut qu'elle gère sa petite sœur, parce que maintenant, elles sont deux dans la galère, et c'est elle, en tant que grande sœur, qui a un peu cette mission, surtout que sa petite sœur a vécu un traumatisme encore plus important que ce qu'elle a vécu. Il faut vivre, il faut dormir, voilà, dans un pays qu'elles ne connaissent pas du tout et qu'elles... est-ce qu'on a vraiment envie de le découvrir? Elles étaient censées, en fait, la famille était censée rencontrer des gens là-bas. Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller rencontrer ces gens alors que si ces personnes n'avaient jamais pris contact, jamais la famille aurait pris le Titanic. Voilà, donc en fait on a tout ce contexte-là. Le Titanic, le naufrage n'est pas mentionné, vous allez voir quelques chiffres par exemple, mais on n'a pas 50 000 détails. Si vous les voulez, vous pouvez voir le film avec Leonardo DiCaprio, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le voir une 50e fois ou je ne sais quoi. Là vous avez tout, donc c'est pas le sujet du livre, mais c'est très intéressant d'avoir cet après, parce que de mon côté, si on me dit Titanic, je dis ouais, je vais repenser à quelques scènes du film, du style, c'est bon, je connais tout sur Titanic. Est-ce que depuis que ce film est sorti, donc on en parlait avec des copines de Bookstagram, moi j'avais en tête qu'il était sorti en 98, mais non, en 97. Mais est-ce que je me suis posé la question une fois de comment les rescapés ont fait juste après pour s'en sortir? En creusant aussi loin, non, je suis pas sûre. Donc c'est un point de vue très intéressant. Et en plus, on a le contexte historique. On est en 1912 aux États-Unis, donc beaucoup de différences avec l'Angleterre, une certaine modernité aussi, avec un côté où tout est possible aux États-Unis. Donc c'est très intéressant, avec aussi d'autres sujets sur la maladie, les médicaments, etc. Donc voilà, beaucoup de choses sont abordées. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est émouvant à certains moments, hein, enfin, vous l'imaginez bien. J'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai passé vraiment un bon moment avec les personnages, façon de parler, parce que est-ce que c'est un bon moment quand on suit des personnages qui ont perdu quasiment toute leur famille? Mais je les ai vraiment accompagnés, je les ai comprises. Je les ai supportées, j'étais derrière elle, entendu l'État, je suis avec toi, tu vas réussir, c'est tellement difficile, c'est tellement... voilà, donc très bien. Et je termine avec Une chambre à soie de Virginia Woolf chez 10-18. Donc, je vous refais le même truc que ce que je vous ai déjà fait. Les essais, c'est pas mon style. Je ne suis pas littéraire. Enfin, moi, faut que j'arrête de dire ça. Je suis un petit peu quand même. Bon, je suis un petit peu littéraire, mais pas trop. Donc, j'aime bien une certaine littérature qui est accessible. Donc, pour moi, les essais, ça va pas avec cette certaine littérature. Parce qu'en plus, j'ai des préjugés. Voilà, vraiment, poum. Et donc, en fait, j'ai découvert ce livre dans le cadre d'un partenariat avec 10-18. Et c'est vrai que j'en avais jamais lu. Et donc, il y a un moment où, oui, d'accord, ok, j'aime bien lire certains livres, etc., mais c'est peut-être bien de lire quand même des livres dont tout le monde parle et tout. Et le hasard fait que depuis que j'ai lu ce livre-là, eh bien, l'expression « une chambre à soi », je l'ai vue dans plusieurs livres. Et du coup,
ça a pris un sens totalement différent. Parce que oui, d'accord, du style un personnage féminin qui va dire à un autre personnage féminin, ce dont tu as besoin de toute façon, c'est une chambre à toi, ou alors toute femme a besoin d'une chambre à soi, ou cette phrase en temps normal, je me serais dit, oui, de façon très concrète, très matérielle, oui, en fait, oui, enfin, on a besoin d'une chambre à soi, oui, enfin, d'une pièce à soi, d'un endroit à soi, enfin, oui. Ouais, mais maintenant que j'ai lu ce livre, ça prend un autre sens, en fait, qui est pas très éloigné, en fait, de ça, mais derrière, je vais avoir toute cette réflexion, tout ce que ce livre va apporter. Donc, j'ai envie de mettre un peu warning, attention, cette chronique est faite par quelqu'un qui n'a pas fait des études de littérature. Donc, ce que je vais vous dire, c'est un peu ce que je vous avais dit aussi sur Orgueil et Préjugés, ça ne reste que mon interprétation, que la façon dont j'ai lu ce livre. Donc j'imagine que des personnes vraiment spécialisées, alors sont peut-être pas sur cette chaîne, parce que je dois peut-être pas trouver ce qu'il leur plaît, mais en tout cas, enfin, bon, blague à part, si c'est possible que dans la chronique que je vais faire, je passe pour vous à côté de trucs énormes dans ce livre. Mais ça ne reste que mon point de vue de lectrice lambda, amatrice, c'est-à-dire que j'ai pas suivi un cours, j'ai pas eu un débriefing par quelqu'un, j'ai pas travaillé en groupe, comme je disais dans le livre de Sandrine Détombe, j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de personnes. Aussi, j'ai un petit peu échangé avec quelqu'un, mais bon. Donc en fait, et en plus je l'ai lu de façon très particulière, et on va commencer par ça, parce qu'en fait, ce livre, je vais avoir du mal à vous parler du style. Pourtant, c'est pas mon style, justement. Je suis plutôt du style, ça fait beaucoup style, je suis plutôt du genre à dire, il y a un découpage comme ça, c'était addictif parce que ça, c'est intéressant parce que beaucoup d'émotions, c'est intéressant parce que des retournements de situation. Tout ça, je peux pas vous le dire. C'est pas un livre que j'ai adoré. C'est pas un livre où je me suis dit, ah là là, c'est intéressant, là, elle nous mène dans un truc, elle nous mène dans l'autre, où est-ce qu'on va aller, du suspense. Non. J'ai aimé ce livre pour une raison qui est du coup particulière, c'est que ce livre m'a obligée à me questionner sur des sujets. Donc certes, j'ai lu le livre, je sais de quoi il parle, je vois ce que Virginia Woolf montre du doigt. C'est un livre globalement, qui est présenté comme ça. Donc c'est pas écrit gros, mais c'est pas écrit si petit que ça non plus. Mais voilà, c'est un essai. On n'a pas de dialogue, on n'a pas beaucoup de paragraphes. C'est un essai, quoi. Et pourtant, ça se lit bien. Ça se lit vraiment bien. Vous voyez, je vous parle du style, en fait. Ça se lit bien, c'est accessible, mais c'est pas ce que je retiens. Moi, ce que je retiens, c'est les questions que ce livre m'a comme obligée à me poser. En fait, une chambre à soi, ça va avec... en même temps, c'est aussi ce qui est mis ici. Pourquoi un sexe est-il si prospère et l'autre si pauvre? Quel est l'effet de la pauvreté sur le roman? Donc les questions abordées, ça va être comment une femme peut réussir notamment à être autrice, entre autres. Alors que là, c'est un livre qui est sorti à la fin c'est un essai qui est sorti à la fin des années 1920. Donc en fait, elle réfléchit aux grandes autrices passées et comment elles ont réussi à faire ça, à écrire. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qui leur a permis de le faire? Et donc on arrive à une chambre à soi. Voilà, avoir au moins un endroit. Mais une chambre à soi, ça peut aussi être... J'espère que je ne vais pas partir dans une surinterprétation. Mais une chambre à soi, ça peut être aussi... juste évoquer des moyens matériels en général, en fait. Donc voilà, donc c'est intéressant, c'est une photographie d'une époque, ce sont des réflexions, et en fait, il y a un côté journal intime. On va la suivre dans son journal intime, ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément, parfois, ou en tout cas, c'est pas la même logique que la mienne pour aller d'un sujet à un autre. Je vais pas dire que c'est fouillis, c'est pas du tout ça. Mais ça peut être un peu perturbant, je trouve.
Après, il est très très court, hein. Enfin, il fait 170 pages, voilà. Et en fait, moi, je ne l'ai pas lu en me disant « Ah, c'est intéressant qu'elle dise ça » ou « Ah, c'est intéressant ». Je l'ai lu en me disant « Ok, on est en 2024. Qu'est-ce qu'il en est des femmes autrices? Comment ça se passe ?» Ah, alors moi qui adore aller dans les salons, de façon très concrète, qui sont les lecteurs? Ce sont principalement des lectrices. Qui sont les auteurs? Ce sont principalement des auteurs masculins. Et donc on a des auteurs. Et moi c'est une image qui me fait, voilà, où j'ai du mal et pourtant j'y contribue. Et je ne vais pas arrêter pour cette raison-là parce que ça m'apporte quelque chose. Mais concrètement, dans un salon, dans la plupart des cas, vous avez des hommes installés sur des tables avec des livres devant eux prêts à dédicacer et vous avez des files de femmes qui attendent d'avoir une dédicace. Ah, ouais, et on n'est plus à l'époque des boys band, hein. Enfin, on n'est plus ado, on n'est plus... Il y a un côté qui... Bon, oui. Donc moi, quand je suis ravie d'avoir une dédicace de Franck Tillier, une dédicace de Bernard Minier, d'avoir échangé avec ces auteurs, oui, j'attendais comme une groupie, en fait, dans une file, que l'homme que je venais voir soit disponible pour dédicacer. Alors, c'est une façon très moche de résumer les choses, je les vois pas du tout comme ça, mais c'est un petit peu l'effet aussi. Voilà. Donc, quelle est la place des autrices, en fait, dans le monde littéraire? Eh bien, est-ce que c'est facile d'être autrice dans le monde littéraire? De mon côté, je ne le suis pas, mais pour en avoir discuté, c'est pas évident. C'est pas évident, quel que soit le genre. Enfin, quel que soit le genre, non. Enfin, si, en fait, si. Moi-même, je réfléchis quand je suis en train de vous parler. Est-ce que c'est facile d'être autrice dans le monde du polar? Non, parce que pendant longtemps, on s'est dit, les femmes, ça a peur du sang, ça ne sait pas écrire des scènes incroyables, donc non. Bon, je pense qu'à ces auteurs-là, aux personnes qui disent ça, faut leur présenter quelques autrices de polar nordique, genre Camilla Grébeux, faut leur présenter Karine Giebel, faut leur présenter Anouk Schutterberg, Christelle Duchamp, Petrona Rostania, enfin vous en avez énormément. Non, c'est pas vrai. Mais ça peut être un préjugé. Comment ça se passe pour les femmes dans la littérature générale contemporaine? Alors, on va avoir la littérature populaire. Donc, on va avoir Mélissa d'Acosta, Virginie Grimaldi, les autrices à succès. Je ne crois pas que ça se passe tout simplement pour elle. Hein. On parlait notamment des questions des journalistes qu'elle pouvait avoir. Voilà. Avec des personnes de maison d'édition. C'est pas très cool tout ça. Comment ça se passe pour les autrices d'autres genres comme les comédies romantiques, la romance? Alors là, c'est vraiment de la littérature qui est considérée comme de la littérature bas de gamme, donc il ne peut y avoir que des femmes dans ce genre-là. Sauf que, chose très drôle, des auteurs hommes, notamment un que j'adore, dont j'ai énormément parlé, a quand même un pseudo féminin pour aller écrire dans ce style de littérature. Et quand on parle des cosy mystery, alors là, les cosy mystery, je sais pas, 99,9999999% des lecteurs sont des femmes, en fait. Et je dis ça, j'ai pas en tête un homme qui m'a dit « Oh, moi j'adore Hamish Macbeth ». Voilà, donc je dis 99 et quelques pour l'histoire de me dire que doit bien y avoir quand même quelques hommes, mais bon, je pense qu'on est plutôt à 100%, donc ça... alors, et même des femmes vous le diront, moi ça m'est déjà arrivé, hein. Ce style des... Ah non, moi j'ai besoin que ce soit plus creusé en fait, comme polar. Voilà. En fait, je vous dis des trucs depuis le début qui sont en rapport avec un souci que j'ai en ce moment. Bref. Donc en fait, Enfin, tout ça, il y a encore des choses à faire. Donc oui, il y a une évolution, bien sûr qu'il y a une évolution, bien sûr que c'est plus facile maintenant pour une femme d'écrire par rapport à avant. Est-ce que pour autant tout est réglé? Non. Et c'est le cas sur tous les sujets en fait, parce que là on fait le focus sur les auteurs et les autrices, mais c'est la même chose partout. Oui, il y a des avancées, ok. Est-ce qu'on peut s'arrêter 3 secondes et s'en féliciter? Oui, mais alors pas plus de 3 secondes, parce qu'après, il faut repartir, en fait. Alors, repartir au combat, oui et non. Je vous ai déjà parlé de féminisme dans un épisode de podcast. De mon côté, je suis pas du style à
Non mais en fait je crois que je vais vous parler de, de tellement de trucs. Je suis pas du style à partir en guerre. Pour moi on n'a pas tout par la force en fait et on n'a pas tout par l'opposition. Et donc le féminisme c'est pas pour moi estimer que la femme est meilleure que l'homme. Il y a un petit peu de... Voilà, comment dire, faut être un petit peu plus mesuré en fait et se dire que n'importe quel être humain, tout confondu, doit être considéré de la même façon qu'un autre être humain. Voilà. Juste ça en fait, il n'y a pas de supériorité, je vais pas critiquer le fait que pendant longtemps les hommes ont été élevés dans un sentiment de supériorité pour derrière dire on arrête ça, maintenant c'est nous en fait. Bon, c'est vrai que ça fait rêver, mais, mais c'est pas le monde dans lequel je voudrais vivre non plus. C'est juste de l'équilibre, de la mesure, en fait, arrêter les extrêmes dans dans les pensées extrêmes, les comportements extrêmes. Voilà, donc ça pourrait être au-delà. Voilà, donc ça, c'est ma critique d'une chambre à soi, qui n'a rien à voir avec la critique d'un livre classique, qui est plus sur les réflexions que j'ai pu avoir. Je vous ai prévenu, je suis pas là pour vous dire oh, elle a fait telle figure de style à telle page et oh comme c'était intelligent. Je suis passée à côté, Moi j'ai lu vraiment en me disant mais attends cette phrase c'est intéressant, sur comment ça se passe maintenant, mais voilà. Donc j'ai une critique très particulière et très du coup moi et certainement à l'opposé de ce que certains ont pu vivre comme lecture. Donc désolée si c'est pas à la hauteur de ce que vous souhaitiez, de ce que vous pensez. Mais en tout cas, voilà ce que pour moi a évoqué cet essai de Virginia Woolf. Je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À bientôt!